Rejetée par sa famille, elle bâtit son empire. Je m'appelle Jimmy Bellamy. J'ai 26 ans. Le 15 mars 2025, pendant le dîner organisé pour célébrer les 35 ans de mariage de mes parents, mon père a transformé une réunion de famille en humiliation publique. Devant 18 proches, il s'est levé, a pointé la porte du doigt et a crié. « Sors d'ici et ne reviens pas !» Personne n'a protesté. La pièce n'a pas pris ma défense. Elle m'a jugé. Ma sœur aînée, Victoria, l'enfant parfaite de la famille, observait la scène avec l'air de quelqu'un qui venait de gagner. Ma mère fixait la table comme si les couverts étaient soudain devenus fascinants. Mon frère Nathan gardait les yeux baissés. En quelques secondes, j'ai été effacé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai pris mon manteau et je suis parti. Ils pensaient avoir mis fin à mon histoire. Ils imaginaient que j'allais disparaître en silence. Ils ne savaient pas encore que le chapitre suivant s'écrirait sans eux, publiquement, bruyamment, et d'une manière qu'ils ne pourraient plus contrôler. Dans la famille Bellamy, il existait deux chemins professionnels acceptables, la médecine ou l'échec. Mon grand-père avait été chirurgien cardiaque dans les années 1960, l'un des pionniers qui avait contribué au développement de la chirurgie à cœur ouvert à New York. Mon père, le docteur Jonathan Bellamy, dirigeait le service de chirurgie cardiovasculaire dans un hôpital classé 8e du pays. Ma mère, le docteur Catherine Bellamy, était interniste et comptait parmi ses patients 3 sénateurs ainsi qu'un ancien gouverneur. 3 générations de médecins. Des blouses blanches dans chaque placard. Des revues médicales sur chaque table basse. Et, dans la salle à manger, une plaque gravée avec la devise familiale. Servir par la science. J'étais censé devenir la 4e génération. À la place, je suis devenu l'exception. Victoria, 32 ans, était neurochirurgienne. Elle sauvait des vies, publiait dans le JAMA et venait d'être invitée à prononcer le discours principal du Congrès international des chirurgiens neurologiques à Vienne, prévu en septembre. À 32 ans, elle devait devenir la plus jeune intervenante principale de toute l'histoire de cet événement, vieux de 50 ans. Ma mère le rappelait environ 6 fois par conversation. Mon frère Nathan, 23 ans, était en 4e année à la Harvard Medical School, parmi les 5 meilleurs % de sa promotion, déjà promis à une résidence à Johns Hopkins. Le futur brillant de la famille. Et puis, il y avait moi. 3 ans plus tôt, j'avais quitté la faculté de médecine en 3e année. Ils ne m'avaient jamais demandé pourquoi. Ils avaient simplement conclu que je n'avais pas tenu le coup. Depuis, chaque dîner familial suivait le même scénario. Les succès chirurgicaux de Victoria. Les récompenses de Nathan. Puis, quand quelqu'un demandait de mes nouvelles, ma mère souriait avec raideur et disait « Jimmy cherche encore sa voix ». Les guillemets étaient invisibles, mais tout le monde les entendait. Ils n'ont jamais demandé ce que je cherchais vraiment. Ce que ma famille ignorait. Je n'avais pas quitté la médecine parce que j'avais échoué. Je l'avais quitté parce que j'avais trouvé quelque chose de plus grand pour moi. Pendant que mes camarades mémorisaient les 12 nerfs crâniens, j'apprenais Solidity, le langage de programmation utilisé pour le développement blockchain. Pendant qu'ils étudiaient l'anatomie, j'analysais les contrats intelligents. Pendant qu'ils préparaient l'USML, j'étudiais les cycles du Bitcoin, de l'Ethereum et des protocoles de finance décentralisés. 3 semaines après mon départ de la faculté de médecine, j'ai acheté mon premier Bitcoin à 19 800 $. Le marché s'effondrait. Tout le monde disait que la crypto-monnaie était morte. J'ai acheté quand même. J'ai commencé avec 50 000 $, toutes mes économies issues de stages d'été et d'un petit héritage laissé par ma grand-mère. En décembre 2023, ces 50 000 $ étaient devenus 8,3 millions de dollars. En mars 2025, ils représentaient 42,5 millions de dollars. Mais je ne leur avais rien dit. Pas un mot. Ce qu'ils voyaient, c'était une fille qui dormait jusqu'à 2 heures de l'après-midi, portait des joggings et vivait dans une chambre sombre, encombrée de tasses de café. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que je travaillais quand le marché de Tokyo ouvrait à 2 heures du matin, heure de New York. Je construisais VaultChain, un protocole de sécurité décentralisé, pendant qu'ils dormaient. J'avais 2 écrans, un ordinateur portable et un tableau blanc couvert de schémas d'architecture blockchain. Un jour, mon père avait dit à ma mère, assez fort pour que je l'entende à travers le mur. Elle dort jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Quel genre de vie est-ce que c'est ?
Il ignorait que j'étais resté éveillé 22 heures d'affilée pour conclure une opération qui allait me rapporter 380 000 $. Ma chambre ressemblait à du chaos, bandes LED, affiches d'anime, 6 à 8 tasses de café à tout moment et des câbles partout. Pour eux, c'était l'image de l'échec. Pour moi, c'était mon centre de commandement. Le matin du dîner d'anniversaire, une seule personne m'a écrit. Mon oncle Georges, le frère cadet de mon père, avait 52 ans. Ancien médecin à la retraite, il était le seul membre de la famille à m'avoir déjà dit « Suis ton propre chemin, gamine ». Son message disait « Tu viens ce soir ?» J'ai répondu. Ils ont insisté. Il a ajouté « Tiens bon. Tu t'en sors mieux que tu ne le crois. » J'ai relu cette dernière phrase longtemps. Georges était le seul à m'interroger réellement sur mon travail. Pas avec condescendance. Avec une vraie curiosité. Je lui avais parlé de blockchain, de crypto-monnaie, de technologie financière. Il ne comprenait pas tout, mais il ne me méprisait pas. Je ne le savais pas encore, mais 4 semaines plus tard, il serait le seul membre de ma famille à continuer de me parler.